Podfreeze, épisode 10. Le harcèlement sexuel dans le viseur de l'UNIFRE, volet 2. Ne fais pas attention à moi, je viens d'une autre planète. Je vois toujours des horizons où tu dessines des frontières. Frida Kahlo. Salut Inès. Salut Sophia. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour enregistrer, comme l'indique le titre, un deuxième épisode concernant la thématique de la campagne de l'Université de Fribourg contre le harcèlement sexuel. Est-ce que Inès, t'as envie d'élaborer un petit peu pour nous introduire justement sur ce nouvel épisode ? Mais écoute, avec plaisir. En gros, on a déjà fait cet épisode 5, le harcèlement sexuel dans le viseur de l'UNIFR. Et suite à cet épisode, on a été contacté par ECOP, qui est la commission de l'égalité de l'association des étudiants de Fribourg, de l'Université de Fribourg, donc la GEF. Et en gros, on a été contacté pour, pourquoi pas, faire un épisode avec les membres de cette commission. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée, que ça entrait tout à fait dans la logique du podcast et du Centre Freeze de créer des échanges. Et du coup, on espère que chaque personne qui écoutera ce podcast trouvera des outils et trouvera des petits inputs pour continuer dans sa réflexion, je pense. Parfait, on lance cet épisode ? Ouais, à fond. Du coup, let's go discuter avec Lara et Marie de ECOP. Merci à elles d'être venues et puis on peut lancer le truc. Bienvenue déjà à vous. Merci d'être là, c'est hyper cool. Cet épisode, il est un peu moins, je pense, organisé que les autres fois parce qu'on s'est dit que c'était aussi cool d'avoir plus une discussion, plus libre et puis un peu plus spontanée peut-être. Du coup, on va voir comment ça va se passer, mais je me réjouis en tout cas. Moi aussi. Nous aussi, merci de l'invitation. Je pense qu'on peut peut-être commencer avec un tour, on se présente chacune et on donne aussi nos pronoms, si ça vous va. Je vais commencer en fait. Vas-y. Donc je m'appelle Sophia, je travaille au Centre Freeze et mon pronom c'est elle. Moi je m'appelle Inès. Je travaille aussi au Centre Freeze et je suis aussi étudiante à l'université quand même, des fois. Et mon prénom c'est elle aussi. Moi je m'appelle Lara, je suis étudiante en droit à l'Université de Fribourg et je fais partie d'ECOP depuis maintenant 3 ans. Et mon prénom c'est elle. Je m'appelle Marie, je suis aussi à l'Uni en histoire contemporaine et je fais partie d'ECOP depuis cet été. Et mon pronom c'est également elle. Nice. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Donc, cool. On peut peut-être commencer par une présentation de ce que c'est ECOP, par vous, si vous voulez. Ouais, à fond. Alors ECOP, c'est une commission thématique de la GEF qui s'occupe de tout ce qui touche la justice sociale et l'équité au sein de l'université. On fait toutes sortes de choses en fait pour à la fois sensibiliser toute la communauté universitaire quant aux questions de justice sociale et d'équité, mais aussi d'essayer de changer, en tout cas à un niveau institutionnel, les politiques de l'université. Et on nous consulte beaucoup, tant la GEF que parfois même le rectorat, sur des questions d'équité et de justice sociale. Et puis on organise toutes sortes d'événements aussi pour que ce soit aussi culturel et puis offrir vraiment des possibilités de débat et d'échange. Et du coup, on fait beaucoup de meet-up, de workshops, de conférences, etc. Cool, trop bien. Et peut-être déjà, la première question qui me vient à l'esprit est peut-être en lien du coup avec, entre autres, la raison pour laquelle vous êtes ici, en lien avec un autre épisode qu'on avait fait, par rapport à la campagne de sensibilisation par rapport au harcèlement sexuel à l'Université de Fribourg. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi dans l'organisation de cette campagne, plus ou moins. Peut-être vous pouvez nous en dire plus. Je vois que vous hochez la tête. Je sais pas. Ouais. Alors, on a vaguement fait partie de l'organisation de cette campagne. On nous a consulté, en fait. C'est Ibrahim, qui était dans votre podcast récemment, qui nous a consultés, mais à titre
officieux, je pense. Enfin, c'était pas une collaboration officielle et en fait, on n'a pas eu vraiment notre mot à dire par rapport à cette campagne. Enfin, on était de tout cœur avec les idées d'Ibrahim qui étaient, je crois, assez abouties et avec lesquelles on était assez d'accord. Mais en fait, on n'a pas du tout été consultés. C'est pas l'université qui nous a consultés, en fait. C'est vraiment Ibrahim. Et je pense que c'était un peu là tout le problème pour nous. C'est que ça a été une volonté individuelle d'Ibrahim. Et en fait, on n'a pas vraiment été pris en considération pour cette campagne, alors que c'est quand même... Ça rentre quand même vraiment dans nos cordes, en fait, ces thèmes-là. Parce que sensibiliser, en fait, c'est vraiment le mandat des COP. Enfin, on en a plusieurs, mais entre autres, c'est vraiment sensibiliser sur ces questions, les rendre visibles, offrir des solutions à ces problèmes, et puis qu'on puisse vraiment en discuter et échanger des idées sur le sujet. Et du coup, c'était super de la part d'Ibrahim qui ait cette possibilité, en fait, que ils prennent en considération les étudiants et étudiantes qui sont déjà les premières concernées et les personnes qui savent en fait la réalité de tous les jours et qui aussi connaissent la thématique, connaissent la problématique et sont capables en tout cas d'en parler ou de trouver des solutions ou des pistes de solutions par rapport à ça. Et du coup, c'était super qu'on soit consulté pour ça, mais comme l'a dit Marie, de manière tout à fait officieuse en fait. Puis du coup, donc on a pu entendre un peu votre réaction par rapport à ça, que c'était vraiment une consultation plutôt officieuse, mais qu'est-ce que vous auriez préféré peut-être de la part de l'université ? Je pense qu'on aurait préféré de faire partie du processus en fait, de A à Z, parce que comme Lara elle a dit, on est vraiment l'instance estudiantine qui est responsable pour ces questions ou en tout cas responsable pour justement sensibiliser et faire de notre possible en fait pour améliorer un peu les choses. Et la question du harcèlement, elle est assez centrale pour nous en fait, parce que ce soit du harcèlement ou des discriminations sexistes, en fait ça arrive tout le temps. Et ça nous arrive à nous, en tant qu'individus, ça nous arrive dans les cours qu'on prend, d'avoir des profs qui font des remarques déplacées, ça arrive quand on se balade dans les couloirs ou dans l'espace de l'Uni, en fait. Et du coup, je pense que l'idéal pour nous, ça aurait vraiment été de pouvoir participer à part entière à cette campagne et puis investir aussi nos membres qui étaient aussi motivés à participer. En fait, nous, on avait un peu formé un groupe de travail pour pouvoir bosser aussi, parce qu'on pensait qu'on allait être plus demandé, en fait, pour tout ça. Et du coup, je pense que ça aurait été vraiment un investissement concret qui nous aurait intéressés. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est la base un peu de toute recherche de solutions. C'est d'abord se tourner vers les personnes qui sont concernées et qui connaissent la réalité des choses. Donc on salue le fait que le rectorat se soit intéressé à la question et veuille attirer l'attention sur la question. Mais par contre, si on le fait sans prendre en considération les étudiants et étudiantes et les étudiantes qui savent vraiment ce que c'est et qui s'intéressent à la problématique, dans ce cas, c'est en fait faire abstraction des premières concernées et plus ou moins des expertes sur ce sujet, en fait, parce que dans les faits, les personnes qui vivent les choses et qui en plus connaissent un peu toute la problématique en général, c'est les personnes vers qui il faut se tourner pour pouvoir faire une campagne qui est véritablement proche de la réalité des gens et donc pertinente. Oui, mais c'est clair, mais c'est intéressant, je trouve. Mais cette commission de la GEF, du coup, elle est de la GEF, donc elle se focalise quand même sur les questions des étudiants. Et tous les collaborateurs, collaboratrices, que ce soit des profs ou autres, qui subissent ce genre de discrimination, est-ce que vous travaillez aussi avec les collaborateurs, collaboratrices de l'université ou moins, ou est-ce qu'il y a une autre association qui existe peut-être, je ne sais pas. On collabore avec la commission de l'égalité. La commission de l'égalité et le service de l'égalité qui sont plus axés sur le membre du staff. Okay, ouais. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est institutionnel et qui aide en fait à avoir justement cet aspect qui n'est pas nécessairement purement estudiantin, mais aussi doctorant, etc. Et puis enseignant, enseignante, et puis même tout ce qui est corps administratif ou corps technique, c'est aussi des choses qui en tout cas nous intéressent. Et après, dans les activités d'ECOP, mis à part le travail vraiment purement institutionnel, ce qu'on fait, je l'espère en tout cas, à travers toutes nos activités, nos conférences, nos meet-up, etc., pour ouvrir ces espaces de discussion, qu'en fait ça bénéficie en fait à toutes les personnes qui y participent et que ça permet une conversation qui
peut-être en tout cas permet de combattre à notre petite échelle le sexisme au-delà simplement de ce que vivent les étudiants et étudiantes. Oui, d'ailleurs, nos événements, ils sont toujours ouverts à tout le monde. On organise... après, honnêtement, notre public principal, c'est des étudiantes. Mais c'est ouvert à tout le monde et on a parfois des personnes externes à l'Uni, en fait, qui viennent. Et ça, c'est ouvert autant à tout un chacun, toute une chacune hors de l'Uni, mais aussi, justement, comme tu dis, à toutes les personnes qui travaillent de proche ou de loin, qui appartiennent de proche ou de loin au monde universitaire. Ok, ouais, cool. Peut-être pour revenir un peu justement sur le sujet de l'harcèlement sexuel, vous avez plein de différents événements qui parlaient justement de ce sujet-là. Et donc c'est quelque chose que vous traitez ou que vous savez assez bien traiter, j'imagine. Comment est-ce que peut-être vous auriez entrepris la campagne différemment et qu'est-ce que du coup vous décidez de faire de votre côté ? Je pense que ce qu'on aurait fait différemment, principalement, c'est qu'on aurait fait plus. Parce que c'est une de nos critiques principales de cette campagne, c'est qu'en fait, elle est très molle et presque invisible. Après, voilà, ça tombe. On comprend que ça tombe dans une période un peu compliquée avec le coronavirus, avec les cours qui se font à distance. Mais je pense qu'il y a plein de manières, en fait, de faire des campagnes de sensibilisation qui sont peut-être plus percutantes, en fait. Là, on parle de 3 affiches qui sont réparties un peu sur les bâtiments de l'Uni et au final, qui n'ont pas un énorme impact, j'ai l'impression. Alors que si on pense à des campagnes comme celle qu'il y a eu à Genève ou Neuchâtel dans les Unis, avec des énormes ronds au sol qui dénoncent ce qui se passe, avec des slogans qui sont plus percutants, qui poussent un peu plus à réfléchir. Je pense que les slogans, ils vont pas, ça manque de visibilité. Et puis, au final, il n'y a eu aucun événement pour aller un peu en parallèle à cette campagne. Il n'y a eu aucun événement qui a pu avoir lieu finalement. Du coup, même pas quelque chose en ligne. Du coup, je pense que c'est vraiment... Parce qu'en fait, le problème, il est tant du coup dans le fond que dans la forme, parce que comme l'a dit Marie, c'est peu visible, et puis effectivement, les slogans vont pas, parce que déjà, ils sont... c'est presque des demi-mesures, en fait. On essaie vraiment de dire que le harcèlement, c'est pas OK, mais de le dire d'une manière qui fait que c'est ni menaçant, ni... en fait, c'est presque rassurant comme campagne, je trouve. Il y a un côté très... c'est OK de faire des blagues, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, si ça va vraiment trop loin, là, c'est du harcèlement. Il y a un peu un côté... Il n'y a pas ce côté, OK, si jamais il n'y a pas de harcèlement à l'Uni, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Et du coup, on doit arrêter maintenant. En fait, ça soutient pas les personnes qui sont cibles de harcèlement et ça condamne pas les personnes qui harcèlent. Okay, ouais. Du coup... ça veut un peu, ça manque de fond, en fait, ça manque de substance, en fait. Il n'y a pas l'impact recherché ni en soutien, justement, comme tu disais, ni en... Exactement. En condamnation. Ouais. Et puis, moi, j'ajouterais aussi qu'il n'y a même pas l'aspect explicatif, en fait. Donc, on pourrait dire qu'on condamne personne, ou bien on soutient explicitement personne, mais au moins être là, OK, si jamais ça et ça, que vous le sachiez, c'est du harcèlement. Ça ne va pas, et c'est exactement, tout. Ouais. Et ça, il y a... Avec les 3 slogans qu'il y a eu, il n'y a pas du tout, si ce n'est que des blagues, quand elles vont trop loin, c'est du harcèlement. C'est les seules informations qu'on peut tirer de ces slogans, en fait, quant à qu'est-ce qui constitue du harcèlement. Et du coup, c'est très problématique parce que j'ai l'impression qu'il y a une véritable incompréhension de la part de toutes sortes de personnes, en fait, de qu'est-ce que ça constitue le harcèlement, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Et on entend beaucoup que les féministes exagèrent, que maintenant tout est du harcèlement, etc. On peut plus rien dire. Et ça ferait, c'est ça. Et ça ferait vraiment du bien, en fait, qu'on soit là. Oui, alors, il y a toutes sortes de choses qui, intrinsèquement, sont OK, genre des blagues, genre des regards, genre des compliments, c'est OK. Mais en fait, ça dépend tellement du contexte, ça dépend tellement de comment c'est fait, de toutes sortes de choses, en fait. Et ça dépend avant tout du consentement de la personne, en fait. Ça dépend de si la personne est OK avec ce qui est en train de se passer. Et ça m'est déjà arrivé de parler de certaines choses, et je pense que c'est le cas de tellement de femmes, qu'il nous arrive quelque chose, qu'on l'explique, et qu'en face, on a des gens qui sont là, mais c'est vraiment pas si grave. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être taclé par une campagne. C'est dire, en fait, si, c'est grave. Parce qu'en fait, accumuler, c'est quelque chose qui est vraiment profond, qui crée un profond malaise, et qui fait que les gens ne sont pas à l'aise, alors qu'ils sont censés être là pour travailler ou pour étudier. Et du coup, ça devrait être une priorité, je trouve, de l'université, qui, bien sûr, son but, c'est d'avoir la meilleure qualité d'enseignement possible,
de se dire, ok, si on a une bonne qualité d'enseignement, mais que nos étudiantes ou toute personne qui subit des discriminations ne sont pas capables de suivre cet enseignement dans un environnement qui est sain, alors dans ce cas, il y a un problème. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un super enseignement si les personnes ne sont pas à l'aise quand elles essaient de le suivre et quand elles essaient juste de vivre leur vie, en fait. Et du coup, ça fait que la qualité de l'enseignement ne peut pas être bonne dans un tel contexte. Donc je pense que même si on pense qu'à ça, et même pas juste à l'équité, aux droits des gens, etc., je trouve que c'est quand même hyper important. Ça doit être super important, rien qu'en termes stratégiques, en fait, pour l'université. C'est terrible d'en arriver à cette analyse-là quand même, mais ouais, c'est vrai. Mais je trouve que du coup, ça se tient sur énormément de points de vue, même si on s'en fiche de comment les femmes, par exemple, se sentent à l'université. Et il se trouve que c'est important, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. C'est quand même fou de devoir se dire, en fait, même si on s'en fout, c'est important, tu vois. Enfin, je trouve ça quand même dingue qu'on doive en arriver à ce stade-là, quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment une incapacité à se mettre à la place des gens, en fait, et de se dire, alors peut-être que... Parce que j'ai déjà entendu plein de fois, moi, un compliment qu'on me lancerait comme ça me dérangerait pas. Moi, j'aimerais bien t'y voir, en fait. Et c'est un peu ça, la question. C'est le fait de... Il n'y a même pas besoin de se mettre à notre place. Juste à l'université, et ça devrait être ça le message de la campagne, à l'université, il ne doit pas y avoir de harcèlement. Ça ne sera pas toléré. Et ça, on n'a pas eu dans cette campagne, en fait. Okay, ouais. Exactement, ouais. Mais du coup, vous vouliez aussi peut-être rebondir sur ce que ECOP a fait de son côté, avec le questionnaire, par exemple. Et juste ce que vous pouvez faire aussi en période de corona. Enfin, moi, ça m'intéresserait... voilà, nous, on fait ce podcast, mais on a aussi le temps, les moyens, peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Alors déjà, dans le passé, on a déjà fait, par exemple, un féminist meet-up sur le sexisme à l'université. Donc, on a déjà ouvert, il me semble, l'année dernière, cet espace de parole... Oh non, il y a 2 ans. Cet espace de parole pour qu'on puisse vraiment échanger sur la problématique. Et il n'y avait pas que des gens qui étaient étudiantes, il y avait des gens qui étaient passés par toutes sortes de parcours. Et du coup, c'était très intéressant d'en parler à ce moment-là. Et puis maintenant, face à cette campagne que l'on trouve du coup insuffisante, on prend position, on essaie d'en parler, on essaie d'expliquer en quoi, alors oui, d'accord, c'est super, une campagne, mais en quoi elle ne va pas assez loin, pas assez dans les détails, pas assez dans les nuances, et n'est pas représentative de la réalité des étudiantes. Mais aussi, on essaie de lancer le questionnaire qu'on a élaboré maintenant depuis un moment, où en fait le principe, ce serait de pouvoir recenser toutes les formes de discrimination que les étudiants et étudiantes subissent à l'université. Donc en fait, ce serait vraiment dans une perspective intersectionnelle où on peut, dès qu'on subit quelque chose qui relève de la discrimination, on peut le mettre dans ce questionnaire, qui est du coup en cours d'élaboration, et qu'on élabore en lien avec la GEF, maintenant avec leur soutien, etc. Et du coup, le principe, ce serait vraiment ça. Ce serait de dire que peu importe le type de discrimination, on peut le recenser quelque part, on peut le dire, sans devoir faire toute une procédure, sans devoir aller au service de médiation, juste dans le but de se sentir écouté et de se décharger, en fait, de ce poids, d'être actif face à cette discrimination et de dire « Ok, il m'est arrivé ça ». Et il y a la possibilité, du coup, de cocher toutes sortes de discrimination, y compris plusieurs, à nouveau dans une perspective intersectionnelle. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir, en fait, une idée de ce qu'il se passe à l'université, parce que pour l'instant, on n'a pas trop cette idée-là. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe à l'université en termes de discrimination. Et du coup, on en arrive à des scandales, comme par exemple ce qui est arrivé avec l'homophobie au sein de la faculté de théologie, en tout cas dans un cours, donné par la faculté de théologie. Et où là, c'est vraiment très problématique, parce qu'on arrive à un truc qui devient très très lourd pour la victime, qui devient un énorme scandale, alors que c'est juste qu'il n'y a rien, il n'y a aucune instance qui vraiment prend le temps de recenser ce qu'il se passe et de dire « Ok, on t'a écouté », et ensuite de pouvoir faire un état des choses et agir sur la situation. Parce qu'on ne peut pas agir de manière efficace contre les discriminations si en fait on ne sait pas ce qu'il se passe. Il faut pouvoir cibler les actions et pouvoir dire « Ok, là on a un problème par exemple de racisme, c'est très important, il faut le combattre ». Tout ce que tu as dit, moi ça m'a fait penser à... Enfin, je sais pas, ça m'a fait popper plein de trucs dans la tête. Première chose, et il me semble que Ibrahim nous avait parlé d'un numéro qu'on peut appeler quand il y a des situations de discrimination, mais qui effectivement est mal médiatisé ou très peu connu en fait. Ensuite, ça m'a aussi fait penser au fait, justement, ces différents types de discrimination, parce que là, on a parlé beaucoup justement de harcèlement sexuel et
de sexisme, mais ECOP, c'est aussi pour les autres types de discrimination. Peut-être ce serait intéressant ensuite de bifurquer aussi un peu là-dessus. Et puis, il y avait une dernière chose, c'était ce questionnaire aussi, si vous l'avez fait en soutien avec la GEF, est-ce que vous avez regardé aussi avec, je sais pas, des gens... Enfin, je suis en sciences sociales, donc je pose la question pour les sciences sociales, mais je me dis, est-ce que vous avez regardé avec des sociologues, enfin des étudiants en sociologie, ou est-ce que vous avez fait juste les gens qui étaient dans la commission ou comme ça? Alors, je commence peut-être avec le questionnaire. Du coup, le questionnaire, il a été fait en collaboration avec le conseil des étudiants, avec la GEF, étudiants-étudiantes, et puis avec la GEF. Du coup, c'est ECOP qui a été mandaté pour faire un peu la partie concrète du questionnaire. Et là, c'est des étudiants et étudiantes, des étudiantes en fait, principalement, de différentes facultés. Donc, une étudiante en psychologie. Moi, je suis étudiante en histoire contemporaine et du coup, j'ai fait pas mal aussi de je fais pas mal aussi de sciences sociales dans mon cursus et au final aussi des étudiantes en droit. Du coup, on a un peu plusieurs perspectives là-dessus. Aussi, sur les questions de discrimination justement, et aussi, je pense que à ECOP, on est pas mal formés sur ces questions. On s'est pas mal formés. Nous-mêmes en fait, sur ces questions, beaucoup de lectures, beaucoup d'écoutes de podcasts et de travail un peu militant en fait qui s'est fait. Donc je pense que on a essayé de recouvrir la plupart des thèmes, je crois. Et puis à la base, en fait, le questionnaire, c'était vraiment face à cet incident de l'homophobie, en fait, qu'on a trouvé extrêmement grave. Et la réponse a du coup été inadéquate parce qu'il n'y avait pas cet outil et il n'y avait que cette possibilité, justement, de ce numéro. En fait, c'est une instance de médiation qui permet du coup de gérer mieux les choses quand il s'agit de discrimination ou toute forme de harcèlement ou de problème. Mais le problème, c'est qu'il faut y aller, c'est qu'il faut du coup montrer son visage, que c'est pas du tout anonyme, et c'est quelque chose qui peut être très très dur quand on vit quelque chose et que par exemple on est seul là-dedans et que du coup on peut avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur où on se dit qu'en fait c'est pas si sérieux, etc. Quand on est aussi seul face à une instance, ça peut faire très très peur, on peut se sentir incompris et du coup ça peut même perpétuer des discriminations. Alors je dis pas que c'est nécessairement le cas au service de médiation, mais c'est une peur très réelle des personnes qui subissent des discriminations. D'où l'importance d'avoir ce questionnaire en fait. Du coup je pense que c'est de ça dont parlait Ibrahim. Et ouais, en fait, avec le questionnaire, il y a aussi une idée de l'anonymité, comme tu as dit, parce que les personnes qui travaillent pour ce service de médiation, c'est des professeurs de droit, de théologie, et il suffit que, moi je m'imagine, si je suis étudiante en théologie et que j'ai un problème, disons par exemple, d'un prof qui a des propos transphobes. Donc ce que moi je suis censée faire, c'est donc aller vers un service de médiation où on va voir mon nom et mon visage et ma faculté et toutes ces informations à propos de moi, et je vais devoir en parler avec un ou une autre membre du corps professoral qui naturellement peut-être il risque d'avoir un aspect de vouloir se serrer les coudes avec les autres profs parce que ces jeunes ils trouvent des discriminations partout. J'imagine que ça peut être vraiment difficile en fait de se retrouver face à les personnes qu'on essaie peut-être de fuir aussi d'un côté. Ça ressemblera un peu au questionnaire qu'on reçoit à la fin de chaque semestre de la part des profs pour expliquer un peu ce qui va pas. Là c'est un peu la même idée. Ce serait dans l'idée que ce soit toujours disponible et en fait c'est pas qu'on n'entend pas remplacer le service de médiation, on n'entend pas dire que c'est totalement n'importe quoi et que ça sert à rien. C'est juste une autre forme de gérer les choses, mais c'est des formes qui sont complémentaires et qui sont drastiquement différentes en fait. Et du coup les deux sont tout à fait nécessaires parce que on l'a déjà souligné, c'est pas la même chose. Par contre, si on veut qu'il y ait des sanctions ou si on veut qu'il y ait des suites, en tout cas administratives, notre questionnaire ne servira à rien parce que c'est bien ça le principe de l'anonymat, c'est qu'on aimerait avoir une idée d'ensemble, c'est qu'on aimerait décharger la victime de leurs histoires de sorte à ce que nous, on sache ce qu'il se passe et qu'on sache quelles discriminations ont lieu au sein de l'université, mais on ne va pas regarder qui a dit quoi pour ensuite aller aller dénoncer un professeur ou comme ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Exactement. Et du coup, si on veut des suites et si on veut cette procédure, dans ce cas, ce n'est pas du tout du ressort en fait, des COP ou du questionnaire. Par contre,
le questionnaire doit encore être développé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu soulevais, Inès, par rapport aux sciences sociales, etc. C'est qu'on pense en tout cas demander des conseils à des professeurs de droit et peut-être même à des professeurs de psychologie ou de sociologie dans l'idéal, de sorte à faire un questionnaire qui est à la fois pertinent et bien fait, mais aussi légal. Et il faut encore qu'on ait toutes sortes d'autorisations de la part du rectorat. Il faut encore qu'on travaille en lien avec le service de l'IT. Et du coup, il y a toutes sortes de choses encore à mettre au point, mais on espère vraiment que ça viendra au monde, en fait, parce que c'est vraiment important. On pense vraiment que c'est fondamentalement important pour combattre les discriminations, au moins qu'on sache qu'il y en a, en fait. Ouais, et puis lesquelles sont les plus présentes, effectivement, ouais. Enfin, c'est aussi quelque chose qui était important chez nous à ECOP, de pas seulement mettre en place un questionnaire contre le harcèlement sexuel ou contre le harcèlement sexiste, parce que, certes, c'est un fléau et c'est quelque chose de beaucoup trop commun, mais en fait, je pense que c'est pas du tout la seule forme de discrimination qui prend place à l'Uni. Enfin, on a vu qu'il y a déjà eu des soucis par rapport à de l'homophobie ou de la LGB-phobie en général. Je serais pas du tout surprise d'entendre parler de transphobie non plus, parce que vu où on en est niveau université et tout, il y a encore beaucoup de boulot. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin encore de parler des incidents racistes ou xénophobes, parce que ça arrive partout, tout le temps. Je pense maintenant, un peu ces temps plus que jamais, on se rend compte de ça. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment cette idée pour nous de faire quelque chose qui recouvre le plus de choses possibles, qui permet aux gens de s'exprimer aussi. Je sais pas si il y a des incidents grossophobes ou des propos qui touchent à, je sais pas, à l'appartenance de classe de quelqu'un d'autre. Vraiment, l'idée, c'est pour nous de recouvrir le plus de discrimination possible, et aussi de laisser une option. Je sais pas, il n'y a pas de raison apparente, par exemple. Je me suis fait insulter, mais il n'y avait pas de raison apparente. Ou je me suis fait insulter, mais c'est pour quelque chose qui est pas, quelque chose qui est pas forcément dans la liste à laquelle nous on a pensé. Donc on laisse aussi une option de libre, de remarques ou de commentaires. Moi, je voulais juste dire que j'applaudis ce questionnaire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un outil qu'on n'a pas en ce moment, mais dès qu'on l'aura, c'est le truc où on se dira mais comment on a fait jusque-là, en fait. C'est indispensable d'avoir cette possibilité. Sans compter que c'est un énorme travail. Enfin, je veux dire, j'imagine que chacune pense à certaines choses, à certaines... ou bien à certaines discriminations, ou bien à certaines formes que peuvent prendre les discriminations. J'espère qu'on ne les vit pas toutes. Et du coup, je pense que c'est d'autant plus difficile. Ça fait partie justement de ce que tu disais, de se mettre à la place des autres. Et puis, c'est vrai que ça peut rendre les choses aussi d'autant plus difficiles, je pense, dans la mise en place de ce questionnaire. Donc oui, je vais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire chapeau pour ce projet, c'est fou. Merci beaucoup. Justement, c'est super intéressant ce que tu dis, en fait, parce que je pense que c'est à ça qu'on veut, en tout cas, encourager au sein des COP, c'est dire à toute la communauté universitaire, même si vous ne vivez pas quelque chose, c'est une réalité pour d'autres personnes, en fait. Et c'est extrêmement important de souligner ça. Et c'est ce que le questionnaire permettrait de prouver, entre guillemets, parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'en termes de statistiques, en fait, qui n'écoutent pas les premières concernées. Donc, dire c'est une réalité, et même si tu la vis pas, elle existe, en fait. Et c'est justement, je pense, un peu toute la base de la justice sociale. Il faut commencer par se dire, ok, moi je subis des choses et ce n'est pas juste. Comment ça se fait? Politiser ce constat. Ensuite, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui subissent d'autres choses et que ça, en fait, je ne les connais pas, mais qu'elles sont tout aussi légitimes et qu'elles existent. Et ensuite, se dire, ok, maintenant, comment on agit? Et je pense qu'il y a toutes sortes de façons d'agir. Alors, avec le corona, comme tu le soulignais, c'est compliqué. Il faut trouver d'autres choses, mais on essaye au sein des COP à la fois d'être... véritablement militant et militante, de faire vraiment d'essayer de dire quelque chose, d'essayer d'ouvrir la discussion, de débattre. On essaie aussi de faire des choses au niveau institutionnel, mais on essaie aussi dans un sens de... Je pense que la justice sociale, c'est dur, parce que c'est réaliser qu'on est opprimé parfois, c'est aussi réaliser qu'on est oppresseur parfois. Et ça, c'est très très dur de se confronter à ce constat et de désapprendre les choses, de confronter ses opinions, alors que c'est des choses qui sont douloureuses ou personnelles, mais aussi politiques. Le personnel est politique. Oui, bien sûr. Et puis voilà, mais du coup, c'est beaucoup de...
c'est dur en fait, et c'est beaucoup de frustration aussi, parce qu'on aimerait faire toutes sortes de choses au sein des COP, mais il faut que ce soit en accord avec la GEF, il faut que ce soit en accord avec le rectorat, il faut qu'on ait les moyens financiers, les moyens personnels, parce que tout ce qu'on fait, c'est bénévole. Et c'est énormément de temps mis à disposition pour ce genre de choses, mais qui sont importantes. Donc, bien sûr, c'est avec plaisir, mais quand même. mais c'est pas facile. Mais par contre, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est aussi source de joie, en fait. C'est aussi source de lien. C'est aussi élargir ses horizons. Parce qu'on reproche beaucoup aux personnes qui sont intéressées par la justice sociale ou qui sont politisées d'une vision tunnel, qu'on s'intéresserait qu'à une seule chose, alors qu'au contraire, s'intéresser à une seule chose, c'est vraiment regarder en face de soi et se dire que c'est la seule chose qui existe. Alors qu'en fait, la justice sociale, c'est justement l'inverse. C'est se dire, il y a plein de choses que je ne vois pas qui existent, et c'est très très fort. Et je pense que c'est ça aussi qu'on essaye de faire à ECOP, autant au sein de la commission qu'en dehors, c'est d'être là, viens dire ton opinion, viens discuter, viens échanger, et on est tous ouverts à ça, et il y a quelque chose de très bienveillant là-dedans. C'est méga cool. Enfin, ouais, voilà. Mais du coup, peut-être pour revenir sur justement comment vous faites avec les mesures Covid, tout le monde doit faire un peu face à ça, le centre Freeze comme toutes les commissions de la GEF, etc. Comment est-ce que vous avez un peu entrepris de rester présent pour les étudiants et les étudiantes? Est-ce que vous avez réussi à faire des événements en ligne ou plutôt pas? Est-ce que vous voulez toucher un peu là-dessus? Ouais, à fond. Alors, déjà, on a passé... je pense comme la plupart des gens, la plupart des groupes, toutes nos réunions, tous nos rassemblements, on les fait en ligne. Et bon, déjà, c'est un peu spécial, mais on s'adapte. On a souvent un peu l'impression de parler dans le vide, de pas trop se mais on n'a pas trop de répondants et tout, mais voilà, on fait comme on peut. Est-ce que mon micro marche? Ouais, voilà. Puis on essaye à la fois d'adapter nos événements qui sont d'habitude pas en ligne. C'est-à-dire, par exemple, les Feminist Meetup et les Book Club qu'on fait chaque mois pendant les semestres. Maintenant, ils sont passés en ligne. Du coup, tout le monde peut... Avant, c'était au Café du Tunnel à Fribourg. Maintenant, c'est sur Zoom. Comme ça, chacune peut rejoindre la discussion, les discussions depuis le confort de son chez-soi. C'est quand le prochain, du coup? Le prochain, c'est le mercredi 2 décembre, je crois. Donc, le thème de la discussion, ce sera l'amour et le patriarcat. Donc, un thème important, compliqué, et je pense que tout le monde aura pas mal de choses à raconter. Donc, d'une part, on a passé certains événements en ligne. D'autre part, on a conçu des événements directement pour que ce soit fait en ligne. Notamment le lundi 7 décembre. On donne un petit cours d'introduction au féminisme pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'en apprendre un peu plus, de se familiariser avec le vocabulaire, donc le vocabulaire militant féministe, et puis donc on fait un webinar sur Zoom, donc si jamais, gratuit, ouvert à tout le monde. En français et en allemand aussi. Ouais, le même soir, simultanément. C'est pareil, ouais. Trop bien. L'idée vraiment, c'est une idée aussi à nouveau d'intersectionnalité, de dire que c'est pas grave si on comprend pas les termes qu'on utilise tout le temps. On fait beaucoup d'anglicisme, on parle en inclusif. Enfin, c'est un peu je comprends que ça peut être vraiment quelque chose qui refroidit beaucoup de personnes en se disant mais qu'est-ce que c'est? Et puis ça peut mener à un rejet en fait. Donc c'est vraiment une invitation à dire si tu comprends pas, c'est pas grave. C'est pas que t'es moindre, c'est pas que tu comprends pas, c'est que juste qu'on est des universitaires dans un microcosme et qu'on a fini par parler comme ça. On veut, notre but, c'est de rendre aussi, donner des ressources aux personnes qui ont envie, en fait. Pour plus d'infos, il faudra aller regarder sur le site, ou bien sur Facebook, ou bien sur la page de l'Uni, je pense que vous avez mis dans le calendrier. Oui, et puis sur Insta, on poste régulièrement les choses, etc. Et puis sinon, on fait aussi pas mal de travail de fond ces temps. Donc du travail, comme tu disais, institutionnel, par rapport au questionnaire, par rapport... on a des groupes de travail qui s'est formé pour améliorer la condition des personnes trans et non-binaires à l'université aussi, en essayant de rendre tout un peu plus simple, un peu plus inclusif. Du coup, là, on fait ça, c'est du travail qui peut se faire à distance, c'est du travail de dialogue avec le service d'admission, avec plusieurs services de l'université en général. Et du coup, il y a un peu ces trois aspects. On fait du travail de fond, on adapte et on essaye d'inventer un peu des nouvelles façons de militer, des nouvelles façons de dialoguer entre militantes, militants, etc.
Et puis toujours en fait dans cette idée à la fois d'échange et de maintenir ce lien, et puis aussi dans cette idée de joie et de partage en fait, ce qui fait aussi partie des luttes et qui est important. On fait aussi une exposition en ligne sur le thème de l'intersectionnalité. Si vous ne savez pas ce que c'est intersectionnalité, vous pouvez venir au webinaire et on vous expliquera. Mais du coup, on fait une exposition et l'idée, en fait, à la base, on voulait vraiment exposer dans l'université, etc. C'était déjà super compliqué. Mais en plus, après, il y a eu le corona, donc ça sert vraiment à rien que les gens fassent des super trucs et que personne ne voit. Et du coup, on a vraiment fait un compte Instagram à part et on attend maintenant que les gens nous soumettent, en fait, tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font. Et puis, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut être du dessin, de la danse, du chant, des textes. Déjà, c'est une source de créativité, c'est une source de partage. La justice sociale et l'intersectionnalité aussi, ça pousse au questionnement, mais ça pousse aussi à la création d'énormément de belles choses. Et du coup, on aimerait mettre ça en avant. Et puis, je pense que c'est d'autant plus important en temps de pandémie, en fait, où on peut se retrouver seul chez soi et on s'ennuie et on ne sait pas quoi faire. Et il n'y a pas vraiment de but. Il y a toutes sortes d'événements. On voit avec le Freeze, en fait. Il y a toutes sortes de choses qui ont été annulées et c'est très difficile de maintenir ça. Il y a quelque chose de très déprimant là-dedans et de très esselant. Et du coup, c'est très, très important, je trouve, d'être là. Non, tu peux créer, tu peux faire des trucs. Et ensuite, on va tout mettre ensemble et mettre ça en avant et montrer aussi qu'il y a énormément de talents autour de nous et énormément de choses à dire sur l'intersectionnalité et des facettes qui sont folles, en fait, qui sont tellement multiples. Et du coup... Voilà, donc jusqu'au 31 décembre, si jamais, vous pouvez nous envoyer vos œuvres à ecop@unifr.ch. Tout format, toutes sortes d'œuvres d'art ou tout ce que vous avez envie de faire jusqu'au 31 décembre. Du coup, à partir du 31 décembre, il y aura une page Instagram sur laquelle on pourra aller voir. La page Insta existe déjà. On va lentement l'alimenter et tout, et ce sera trop bien. Je reviens aux questions de discrimination en général. Vous êtes quand même surtout, il me semble cette année, surtout centré sur les questions de genre, sexisme ou binarité, enfin non-binarité et personnes trans. C'est quelque chose qui... pour moi, quand je pense à ECOP, tout à fait honnêtement, je pense à ça en fait. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est une association ou une commission qui se veut comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui découle peut-être plutôt, entre guillemets, de l'actualité ou des personnes qui sont investies dans la commission? Alors, je pense qu'il y a plusieurs volets pour répondre à cette question. Déjà, c'est vrai que c'est lié à l'actualité. Typiquement, la première année où j'étais à ECOP, il y avait la première grève des femmes. Tout le monde ne parlait que de ça. Il y avait, la deuxième. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et du coup, ça fait qu'on a créé... il y avait des délégués qui s'occupaient en fait de représenter ECOP au sein du groupe à l'intérieur de l'université qui s'occupait de la grève, à l'extérieur, au sein du collectif de la grève. Ça a pris énormément de place. Après, notre position à ECOP, c'est bien entendu que en fait, toutes ces problématiques sont intrinsèquement liées. Et du coup, que si on est féministe, on est aussi antiraciste, on est aussi anticapitaliste, on est aussi écologiste, on est aussi... etc. etc. On essaye de mettre au point une autre forme d'événement sur la question de la blanchité et puis du racisme à l'université, pour essayer un peu de déconstruire cette notion de blanchité et puis vraiment comprendre en fait certains enjeux de l'antiracisme. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup de toute manière et qui nous importe beaucoup. C'est juste que cet événement, ça fait longtemps qu'il traîne parce que y a toujours eu des problèmes avec la pandémie, etc. Oui, c'est juste, ça devait avoir lieu il y a une année au Freeze, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste, je me rappelle. Mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu de comment faire juste, entre guillemets. C'est-à-dire que la vaste majorité des COP est blanche. Et du coup, il y a un peu cette idée de, ok, notre position, c'est intersectionnel. Notre position, c'est on se bat pour la justice sociale pour vraiment tous. D'accord ? Mais en attendant, la plupart des personnes sont blanches à l'intérieur des COP. Du coup, on ne veut pas faire du tokenisme en allant chercher de nouveau. Si vous ne savez pas ce que c'est que le tokenisme, le webinaire peut-être l'expliquera. Non, mais du coup, tokenisme, c'est-à-dire en fait presque fétichiser les personnes de couleur en les choisissant elles pour qu'elles remplissent un quota pour qu'on soit là. Regardez comme on est progressiste, on a des personnes noires dans notre groupe. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et du coup, il y a un peu cette idée de, ok, on est majoritairement blanc et blanche dans cette commission.
comment on fait pour parler des problématiques sans que ce soit quelque chose qui soit totalement déplacé en fait. Du coup, là, ce qu'on essaie de faire, c'est avec ce workshop qui prendra probablement une autre forme, c'est vraiment de donner à nouveau la parole aux premières concernées, parce que je pense que c'est un peu la position des COP en général, que c'est un peu la chose à faire, c'est de ne pas parler au nom d'eux. Et du coup, il y a un peu toujours ce problème de, ok, comment est-ce qu'on est inclusif et inclusive envers tout le monde, tout en sachant qu'il ne faut pas prendre de la place où on n'est pas légitime. Et du coup, il y a un peu toujours ce juste milieu qui est très, très compliqué à trouver. Vous, personnellement, alors c'est peut-être moins général ou moins politique, mais, ou pas. Mais peut-être vous, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans cette commission ? Moi, ce qui m'a poussée à m'engager avec ECOP, je pense qu'il y a un peu 2 aspects. Le premier aspect, c'est que j'avais des super copines qui faisaient partie et qui faisaient vivre la commission et du coup qui organisaient des événements super cool comme des féministes meet-up et des soirées au centre Freeze, etc. Et du coup, déjà, ça, c'était super cool de voir ça. Et puis, je sais pas, moi, en tant que femme queer, c'était évident pour moi, en fait, que j'avais besoin de me lancer dans le militantisme. Et puis je trouve qu'avec ECOP, c'était une façon super douce et super accessible en fait de rentrer dans le monde un peu féministe fribourgeois. Alors moi, à mes 16 ans, j'étais en échange aux États-Unis où du coup, je suis devenue féministe vraiment assez radicale assez rapidement et anarchiste en même temps. Et ensuite en même temps en train de réaliser plein de choses en fait sur mon histoire familiale parce que mon père est moyen-oriental et ensuite du coup m'intéresser un peu à tout ce qui se passe au Moyen-Orient mais aussi tout ce qui se passe globalement du coup et puis comment les puissances occidentales s'en sont mêlées, etc. Et du coup ça a vraiment fait un choc sans fin où j'étais là mais ça va pas du tout et une urgence. Et du coup aux États-Unis c'est vraiment pas le moment pour faire ce genre de choses parce que du coup j'avais envie de secouer tout et j'avais envie de tout changer mais je pouvais rien et puis j'avais 16 ans, enfin je veux dire ça fait beaucoup d'un coup. Et du coup pendant le reste de tout mon collège et mon année sabbatique qui a suivi, il y avait un peu ce côté de recherche de ok j'ai envie de faire les choses, comment je les fais, et du coup j'ai fait partie de certains collectifs ou des cercles de lecture, j'ai essayé d'en créer. Plus j'en apprenais, plus j'avais l'impression qu'il y avait encore plus à apprendre et qu'il y avait encore plus à déconstruire. C'était très seul en fait comme parcours parce que c'était vraiment cette idée de je lis seule dans ma chambre et peut-être que je vais trouver une super solution. Et du coup quand je suis arrivée à l'Uni, c'était une évidence de me dire ok maintenant il doit y avoir à l'université au moins une assoce féministe ou peu importe de justice sociale, je m'en fous mais il fallait que je fasse quelque chose. Et il y avait ECOP qui en fait s'occupe de toutes ces facettes du coup de justice sociale et je me suis dit c'est super. Et c'est ce qui est ouf avec cette commission, c'est vraiment cette possibilité de se dire j'ai un impact au sein de cette commission, je peux apporter ma touche, je peux apporter mes idées et du coup c'est fou parce que non seulement j'ai trouvé un endroit où je me suis dit voilà c'est ma place, il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui sont engagés et j'ai l'impression que je peux faire quelque chose à mon échelle, ça va pas changer le monde, ça va pas faire de la révolution ECOP mais c'est déjà ça. Mais en plus dans cette possibilité aussi d'évoluer avec ECOP et de faire évoluer ECOP en fait. Et c'est un peu c'est à nouveau un dialogue qui était super important et du coup qui a fait que là où Marie elle a des copines qui étaient dans ECOP puis elle a rejoint, moi je connaissais personne en fait sur Fribourg. Et c'est au sein d'ECOP que j'ai vraiment trouvé une adelphité incroyable et des amis incroyables et du coup ça a aussi eu un impact dans ma vie personnelle qui est ouf, qui est vraiment incommensurable et ça c'est précieux. Merci beaucoup d'avoir participé et puis d'avoir réagi sur un autre épisode parce que ça crée aussi un peu une discussion au sein même du podcast. Et ça c'est une trop unité intéressant. aussi. Ouais, c'est méga cool. Vraiment. C'est trop cool, merci beaucoup d'être venu. Pas de problème, merci à vous. Et puis si jamais pour les personnes qui écoutent, si elles veulent réagir ou nous faire des suggestions ou juste interagir, débattre avec nous, peu importe en fait, apporter leur patte à ce qu'on fait à ECOP, ils peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux sans problème parce que l'idée de dialogue c'est pas qu'au sein de la commission mais aussi avec tout le monde en fait. Je pense que c'est important de relever, c'est vrai, merci. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Avec plaisir. C'était vraiment cool pour nous de pouvoir parler un peu d'ECOP, de nos projets, de ce qui nous tient à cœur. Et puis voilà, merci beaucoup. Trop cool. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode numéro 10 du Pod Freeze.
On espère qu'il vous aura plu tout autant qu'il nous a plu en l'enregistrant et en menant cette discussion avec ECOP. Et n'oubliez pas, je pense, donc je suis, le Centre Freeze sur les réseaux sociaux @centrefreeze sur Instagram et Facebook. Ciao, tchuss.